Bonjour à tous. Donc, mesdames, messieurs, vous m'excuserez, je commencerai ce discours, ou cette intervention, ce serait plus juste, par souligner le fait que si je suis membre du Conseil national de Debout la France, en aucun cas mes propos ne peuvent engager ce mouvement, non pas que je m'y sente mal dans ce mouvement et que ce que j'ai à y dire serait malvenu, mais simplement je ne suis pas investi par le Conseil national pour parler en son nom d'aucune façon. Donc, mesdames, messieurs, je commencerai mon intervention par l'évocation d'un souvenir personnel. Bien que d'une famille qui est arrivée en Oranie durant le règne du dernier roi de France, mon père, qui a été démobilisé de la 2e DB, s'est marié avec sa marraine de guerre, laquelle était la fille d'un des fondateurs, d'un des constructeurs du Tanger-Fez. Et donc c'est dans ce protectorat que j'ai grandi, et je passais seulement une partie de mes vacances dans mon milieu d'origine, c'est-à-dire en Algérie, en Oranie. Alors, en ce temps-là, dans la cour de l'école, tous enfants mélangés, sous les auspices intransigeants de la laïcité de l'époque, nous parlions tous français. Bon, à part les gros mots, parce que, bon, ils étaient souvent en arabe ou en espagnol. Et il en allait malgré tout différemment dehors, où dehors, le dialectal était très souvent utilisé, particulièrement pour les pieds noirs, ça vous dira quelque chose, pour les parties d'abricots, où on jetait des petits noyaux d'abricots, et où donc là, on utilisait le dialectal d'une façon courante, avec ses 60% d'origine latine. Alors, tout allait bien dans mon enfance, jusqu'à la rentrée du CN1. Et là, sous le préau, en plus de notre institutrice que l'on connaissait, nous fûmes présentés à un bonhomme sectaire, austère, avec des yeux fuyants que traversaient des éclairs mauvais, violents, et nos regards d'enfants incrédules se cherchaient comme ça, espérant trouver une explication, lorsque, en arabe, il nous intima l'ordre de regarder le sol. C'est ainsi que, durant 2 ans, à raison de 3 heures par semaine, j'ai appris à écrire l'arabe, avec un Égyptien, ne parlant pas un mot de français et tout à sa haine de l'Occident. Si nous autres avions peu de remarques, les copains marocains étaient abreuvés d'injures parce qu'ils ne parlaient pas le bon arabe. Et je n'évoque pas le sort des petits juifs. Vous savez qu'au Maroc, il y en avait beaucoup. Et la matinée s'achevait avec des oreilles rouges de torsion, des stries sur les cuisses et les marques laissées sur les genoux par les noyaux sur lesquels les punis devaient s'agenouiller devant le bureau du maître. Ce personnage pour qui l'éducation se confondait avec humiliation et apprentissage avec bourrage de crâne, bien que probablement envoyé par le laïc Nasser, se sentait investi d'une volonté divine, d'une puissance divine, celle de ramener les petits musulmans vers le juste et les petits chrétiens et juifs vers un autre statut dont nous parlerons certainement dans la journée. Cet homme, adoptant un ton de prédicateur, nous faisait des dictées, exercices compliqués en arabe, durant lesquels il passait entre les tables en faisant tournoyer une longue règle d'aluminium qu'il laissait s'abattre dès qu'il repérait une faute. Selon le cas, le lourd objet tombait sur une tête, sur une épaule, ou, c'était notre terreur, sur la main qui écrivait. La plume sergent-major rendait alors toute son encre violette, et si la tâche maculait un seul mot d'arabe, alors la punition arrivait. Mais monsieur, c'est vous qui ne servez qu'à amplifier, augmenter l'injustice subie. Toute la conception musulmane de l'école est comprise dans ce souvenir. Croyez-vous qu'il en soit autrement aujourd'hui, là-bas, comme hélas ici? Et je ne parle pas uniquement des méthodes, mais aussi du fond. Le savoir ne peut s'éloigner des normes édictées. Il n'y a pas de place pour l'individu, chacun est soumis à la charia, chacun est une part de Dieu dominée par celui qui détient un pouvoir, lequel ne saurait être que religieux. Nous ne sommes pas là, me direz-vous, si. Dans les écoles coraniques en France, c'est cette conception qui prévaut. Sur notre sol, un système de représentation du monde et des rapports au savoir, contraire au nôtre, est inculqué à de jeunes esprits. C'est sans doute un signal faible, certainement, mais sur un plan symbolique, c'est considérable. Nous ne devons jamais oublier qu'une terre, mot pris ici dans son sens métaphorique,
qui a connu l'islam a vocation à demeurer musulmane. Ainsi, toute introduction, même minime, de la charia dans le processus de l'éducation est considérée par nos ennemis comme un ferment, une spore résiliente, qui peut rester des années, mais qui est là. C'est ce que disait Alain tout à l'heure. Alors, au-delà de ces fabriques de décérébrés que sont les écoles coraniques, la charia est aussi présente incidemment dans notre système éducatif. Je vous donnerai deux exemples. Les programmes d'histoire pour l'aspect du contenu, les EPI, enseignement pratique interdisciplinaire, cher à la marocaine Belkacem, qui concerne l'aspect dogmatique. Dans l'enseignement national, le fait de l'extension musulmane est mis désormais sur un plan d'égalité symbolique avec l'Empire romain, sous-entendu dans son rôle fondateur et pourvoyeur de progrès. Et il est comparé à l'Empire carolingien pour son appétit de conquête. Nul besoin de rappeler l'inanité de telles affirmations. Ce qui nous préoccupe ici aujourd'hui, c'est ce que cela révèle. Comme le notait Lévi-Strauss, l'islam est impropre à supporter les comparaisons. Système totalitaire et globalisant, il ne peut s'accommoder que de la prééminence. En introduisant la confusion dans les connaissances fondamentales des adolescents, en faisant croire que l'islam a toujours été là, en Europe, en récupérant la force civilisatrice de l'Empire romain ou reconstituante de l'Empire carolingien, on évite la réalité des faits, lesquels, nous le savons, sont accablants pour l'islam prédateur. Et on place celui-ci comme successeur naturel, l'islamisation comme prolongation normale de l'histoire occidentale. Ce faisant, on prépare la dichotomie Dar al-Harb, Dar al-Islam, la maison de la guerre, la maison de l'islam, assertion idéologique consubstantielle de la charia. Le vocabulaire choisi n'est pas innocent. Ainsi, on parle de transmission des savoirs par l'islam, de poursuite de la recherche, de renaissance culturelle. Ah, renaissance, avec une minuscule, mais qui cherche à masquer l'autre, la nôtre, avec son R majuscule, fait majeur de l'histoire de l'humanité qu'on voudrait occulter. Parce que c'est bien là, à la Renaissance, que le génie de l'Europe, certains diraient du christianisme, a montré toute sa puissance créatrice et relégué l'islam au rang des dogmes tragiquement stériles. Si j'évoque cette époque, c'est que c'est là que notre pensée scientifique s'est affranchie de la théologie. C'est là que nous avons segmenté le savoir humain en disciplines déterminées, permettant l'essor de la connaissance. C'est là que nous avons inventé la modernité, ce droit incessant à la critique, au prix de briser l'unicité de la création divine. C'est cela que la charia réprouve. Alors, qu'est-ce que les EPI dont je parlais tout à l'heure, au point de vue des programmes? Et pas que des programmes, vous allez le voir. C'est un gadget de pédagogiste pour profs, genre bras cassés, copinant avec les élèves. Non, pas seulement, hélas. Dissimulé au gogo-bobo, c'est l'idée de décloisonnement, de pluridisciplinarité, de globalisation, c'est-à-dire l'exact contraire de la Renaissance. C'est une brisure volontaire de l'élan émancipateur de l'Occident. C'est faire croire qu'il n'y a rien à apprendre vraiment et tout à découvrir en soi. C'est refuser l'effort, souvent douloureux, de l'apprentissage, du doute, au profit de l'attente de la révélation. Par le jeu, pour l'instant, la férule viendra en son heure. Aristote, souvent cité par les musulmans, reste totalement incompris d'eux. Il y a d'autres éléments de distorsion, comme cette fâcheuse manie de faire découvrir aux élèves les énoncés des problèmes en donnant la solution. Inversion des causes et des conséquences, si présente dans la Soumma, et contraire à toute rigueur intellectuelle. Pourtant, les musulmans sont peu nombreux dans le corps enseignant. Alors, si insidieusement la charia pénètre notre éducation, c'est qu'il s'y trouve des relais de complicité objective. Gauchistes, pédagogistes, qui agissent pour détruire tout notre édifice culturel, espérant construire sur les ruines de l'âme occidentale un homme nouveau, global, acculturel et indistinct, lequel rejoint celui de la charia. Habitant d'un monde sans tension, puisque soumis au même pouvoir indépassable. Un monde sans pensée critique,
clos. Voilà le point de conjonction islamo-gauchiste. Nous savons, nous, que ceux qui rêvent d'humanité sans questionnement finissent toujours par construire des goulags ou des dimitudes. L'espoir de notre réunion, aujourd'hui, est de faire émerger un concept de désislamisation par des voies juridiques et politiques. Je souhaite que ce colloque, appelons ça comme ça, débouche sur la création d'un organe de réflexion permanent qui reprendrait nos travaux en en amplifiant la cohérence, la profondeur d'analyse, en affinant nos propositions et en devenant un point de référence pour tous, particulièrement dans le milieu de l'éducation, qui en a bien besoin. J'indiquerai ci-après quelques pistes, puis quelques idées de mesures propres à permettre la désislamisation dans le domaine de l'éducation. Premièrement, désislamiser les esprits des formateurs. Leur faire renoncer à leurs présupposés positifs, aux syllogismes qui entravent leur compréhension de ce qui se trame. Deuxièmement, établir des programmes offensifs et non pas neutres comme auparavant, concernant l'histoire des nations occidentales et l'histoire des idées. Troisièmement, démanteler l'organisation préfactueuse des structures musulmanes. Suivons maintenant ces pistes. Action sur les formateurs. Tout problème social trouve sa source dans une carence éducative. Cette affirmation peut donner l'idée que tout provient de l'éducation au sens large, et donc qu'il suffirait d'extirper toute trace de la charia du processus éducatif pour que, en une génération, notre réussite soit complète. C'est vrai, mais c'est impraticable. D'une part, avons-nous ce temps disponible? Et d'autre part, les acteurs éducatifs sont pour le moment peu réceptifs à une prise de conscience du danger. Il y a pourtant une légitimité à mettre en place une formation spécifique traitant de la charia, de ses objectifs et des moyens mis en œuvre contre notre système de pensée, parce que nos ennemis, eux, sont organisés. L'ISECO, dont Alain a parlé tout à l'heure, organisation internationale théorisant la pénétration de la charia dans la société et la culture des pays hôtes des communautés musulmanes, dont l'homophonie avec UNESCO montre toute la duplicité envieuse, ne fait pas mystère de son projet. Dans un document dont a parlé Alain aussi, stratégie adoptée par la 9e conférence islamique, il est écrit « La stratégie vise aussi à déterminer les tentatives qui portent atteinte aux enfants des communautés des minorités musulmanes à l'extérieur du monde islamique et qui entravent les efforts pour corriger l'image de l'islam et des musulmans. » Et puis, parlant des efforts occidentaux, aliénation systématique pour les enfants des communautés musulmanes, l'aliénation venant de nous, par l'éducation, par l'information. Les enfants des communautés musulmanes sont les sujets d'un plan organisé visant à consolider les valeurs occidentales et à enraciner les manières de penser, de se conduire et les habitudes qui leur sont associées. Ce plan occidental commence au niveau des écoles maternelles et continue tout au long des niveaux d'éducation scolaire. Je cite ce document, et est renforcé par les pressions de la culture et des moyens de communication. On ne peut être plus clair. D'une part, corriger l'image de l'islam, mais pas le fond, on ne touche pas à la charia. D'autre part, contrecarrer tous les efforts d'intégration, notamment à l'école. Les éducateurs devront être donc informés que les difficultés qu'ils rencontrent, parfois pour des choses apparemment mineures, les résistances à telle ou telle affirmation scientifique ou demande pédagogique ne sont pas hasardeuses et isolées, comme ils le croient, mais bien le produit d'une stratégie réfléchie à long terme d'introduction de la charia dans les établissements scolaires et culturels occidentaux. Deuxièmement, action sur les programmes. Nous devons résolument modeler nos programmes afin de contrer l'introduction progressive et lente des éléments de la charia, que ce soit explicitement, comme l'histoire par exemple, ou implicitement par la mise en avant de méthodes et de conceptions s'attaquant à la cohérence de notre système de pensée, de nos références culturelles, de l'équilibre émotionnel de nos sociétés, c'est-à-dire de leur production artistique. L'on voit aujourd'hui
des adolescents persuadés qu'aucun Américain n'a jamais foulé le sol de la Lune, puisqu'il n'était pas le serviteur d'Allah. Pire, certains vivent avec l'idée que la science, la connaissance, exposée dans les écoles qu'ils fréquentent, n'a de valeur que dans le monde occidental, et que dès qu'ils sont dans leur quartier ou au bled, il existe un autre savoir, concurrent, extrait de la sagesse des savants musulmans. On en est là. Wahallahu alam, wahallahu alam, wahallahu alam. Là, Allah est le plus savant. 3000 fois répété dans les prières enfantines, cela devient indélébile. L'histoire des rapports entre l'Occident et l'islam devra retrouver le chemin de la vérité, et même celle des chrétiens d'Orient ou du Maghreb. La réalité de l'apport musulman à la marche de l'humanité vers la connaissance devra être remplacée dans son court contexte historique et dans sa faiblesse quantitative ou qualitative selon les cas. Une part importante, et c'est important, de l'enseignement de l'histoire devra être consacrée au substrat pré-islamique. Je pense au substrat juif en Arabie et particulièrement chrétien et polythéiste en Afrique du Nord. Il faut à ces enfants de l'immigration fournir un imaginaire et des références pré-islamiques qui montrent à quel point la conquête musulmane est partout et en tout temps synonyme de régression. Les filles devront être particulièrement visées par notre effort. La Kaïna plutôt que la Fatma. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que la Kaïna est une princesse amazique, berbère, si vous préférez, ou kabyle, qui a lutté pendant très longtemps contre l'invasion musulmane. Aucune dérogation pour le sport. Actuellement, c'est de pire en pire. Aucune dérogation pour les sorties ou les voyages scolaires. Les filles en 3e ne vont plus visiter les musées, par exemple. C'est fini. Forcément, l'art, vous vous rendez compte. Et je sais que ça fera frémir certains ici, une éducation sexuelle intrusive et un martèlement de l'égalité des droits hommes-femmes sont de nature à rompre le lien de servitude que la charia impose aux femmes. La mixité devra être renforcée, y compris dans les cours de gymnastique, où une tenue appropriée devra être imposée. L'éducation musicale renforcée et sans complaisance excessive pour les musiques ethniques. Alors, on sait l'appétence passée des musulmans pour les mathématiques et aujourd'hui pour l'informatique. Ceci provient du seul fait que ce sont des développements, des spéculations immatérielles, donc où l'homme n'entre pas en concurrence avec Allah. Il faut encourager, même par des moyens incitatifs, les musulmans scolarisés à s'intéresser aux sciences du vivant et à la physique, où ils seront confrontés avec les interrogations fondamentales que les Européens ont surmontées au XVIIIe siècle. L'affaire, l'an dernier, du professeur de philosophie du lycée Averroès à Strasbourg est là pour nous rappeler également l'importance de cette discipline, tout comme l'étude des langues anciennes. Il faut rehausser le niveau de français et surtout en revenir à l'étude des textes littéraires et non des supports extraculturels, journaux, documentation, publicité. L'histoire des arts, supprimée par l'intrigante et manipulatrice ministre actuelle, doit devenir une discipline à part entière afin de donner les grilles de compréhension de notre univers mental, architectural et artistique. Seule la compréhension intime de notre passé est de nature à éviter les mirages du présent. Partageons les clés de la suprématie de la pensée occidentale et faisons-les partager. Troisièmement, action sur les organisations promouvant la charia. J'ai évoqué tout à l'heure ce fameux document de stratégie d'action culturelle à l'extérieur du monde islamique, promu par une organisation liée aux pétromonarchies, même si son siège est à Rabat. Mais la Turquie n'est pas en reste et se joint aujourd'hui aux moyens d'influence plus anciens du Maroc et de l'Algérie. Servant de relais en France, c'est tout un réseau souterrain de médersas, d'écoles privées hors contrat, parfois illégales comme à Toulouse, d'associations culturelles, masquant des associations cultuelles sous perfusion de collectivités locales indignes, d'écoles, de collèges sous contrat, un lycée, sans oublier l'ineffable et dangereux Institut européen des sciences humaines, fauné des frères musulmans. Plus discrètement liés à cet écheveau, le Conseil français du culte musulman et l'Institut du monde arabe, lequel, ne l'oublions pas, rétribue grassement la présidence des indigènes de la République.
Comme l'a souligné Alain tout à l'heure, les moyens juridiques existent déjà pour contrer cette hydre qui a en germe les structures d'un État parallèle. Il suffit de les mettre en œuvre avec brutalité. Et concernant l'éducation, fermeture immédiate de tout lieu contrevenant à la loi de 1905 et celle de 1901 aussi sur les congrégations religieuses, et aux financements illégaux, en particulier les subventions illégales et déguisées. Il y a un gisement d'action contre la charia dans cela. Lancement de poursuites pour les faits non prescrits, contre les associations, mais aussi contre les élus ayant contrevenu. Il faut commencer à mettre des noms sur les responsables. Ça, quelque chose de moins connu, c'est la surveillance accrue et la répression éventuelle des associations sportives ou des camps de jeunesse masquant l'organisation de milices privées. Dans toutes les banlieues actuellement, il y a ce genre d'associations, donc liées à la jeunesse et au sport, donc liées à l'éducation, et qui en fait ne font que mettre en place des milices privées. Il faut le savoir. Arrêt immédiat de tout enseignement de l'islam, du droit islamique, de la théologie musulmane, dans le cadre de l'éducation nationale, hors recherche scientifique, bien entendu. Cela ne suffira pas, il faudra légiférer aussi sur le financement des écoles coraniques et sur le contenu de leur enseignement, encadrer davantage les organisations étrangères opérant sur notre sol. Mesdames, Messieurs, parvenus à la fin de cette intervention, peut-être moins sociologique et froide que de le souhaiter les organisateurs, constants combattants de notre liberté identitaire, je vous citerai quelques propositions des documents que nous avons évoqués Alain et moi. Écoutez bien. L'attention doit être portée dans l'action sociale et éducative sur les enfants de la 2e et 3e génération pour renforcer leur relation d'appartenance et de lien, permettre aux jeunes de visiter régulièrement les pays islamiques et de communiquer avec eux en tant que représentants de leur appartenance religieuse et culturelle, laquelle devrait être consolidée par la connaissance et la conscience de l'héritage islamique. Notez bien qu'eux ont le droit d'utiliser le terme islamique. Ouverture de crèches et d'établissements préscolaires islamiques, enseignement de l'arabe devrait être étendu à tous les enfants de communautés musulmanes en Europe, puisque c'est le langage du Saint-Coran et le pilier de l'identité civilisationnelle. Sans conteste, il s'agit là d'une sédition culturelle en attendant l'autre politique. Pour conclure, je cherchais hier une citation dans des notes éparses. Ce fut un flot. Jamais je n'avais autant pris conscience de l'unanimité des jugements sur l'islam, de tout ce que l'Europe a pu compter de penseurs et d'artistes. Alors, au milieu de cela, j'ai choisi un raccourci d'un article paru il y a plus de 60 ans. Je vous cite. C'est un raccourci. Des formes variées de dictature musulmane vont s'établir. Quand je dis musulmane, je pense moins aux structures religieuses qu'aux structures temporelles découlant de la doctrine de Mahomet. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prendre conscience de la gravité du phénomène. C'est extrait d'un article d'André Malraux au Times le 9 juin 1956. Pourtant, je ne terminerai pas cette angoissante, je le conçois, intervention, et je préfère plutôt relayer ce conseil du poète perse Omar Khayyam. Referme ton Coran, pense et regarde librement le ciel et la terre.